Bonjour, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter cette session, dernière session de ces 2 journées riches en enseignement et en discussion. En l'occurrence, c'est une session qui s'intéresse aux interactions entre la tumeur et son milieu extérieur, un biosystème qui est effectivement très dynamique et en perpétuelle évolution et révolution cognitive et intellectuelle. Et donc, dans ce cadre-là, je vais essayer d'introduire modestement ce sujet, et ensuite nous aurons 3 présentations, 2 autour de l'oncologie thoracique et du Graal des biomarqueurs sanguins par le professeur Hoffman et par Charlotte Domblide, et ensuite une présentation sur les biopsies liquides et les biomarqueurs dans le cadre de l'oncologie pédiatrique. Alors, tout d'abord, pour introduire ce sujet, quelques diapos. Hop. Mais oui, c'est ce que je fais sur la petite flèche verte. Alors, d'accord. Ah, c'est bon. Ça a marché avec retard. Voilà. Donc, du coup, quand on regarde qu'est-ce que c'est qu'un biomarqueur, c'est une définition qui est assez large finalement, puisque ce sont les caractéristiques est définies, qui est mesuré comme un indicateur en fait d'un processus biologique, qu'il soit normal, qu'il soit pathologique, et puis des réactions d'une exposition ou une intervention, y compris les interventions thérapeutiques. Donc, on se rend compte que par biomarqueur, on peut entendre beaucoup de choses et qu'il existe de nombreux biomarqueurs différents avec des rôles qui vont être multiples. Information sur le risque de développer un cancer, potentiellement, mise en évidence de la présence d'un cancer, facteurs pronostiques, et puis suivi de la réponse au traitement. Et déjà, on peut augurer que les biomarqueurs peuvent intervenir à différents niveaux de l'histoire de la prise en charge d'un cancer, avant même qu'il existe. Donc, si on parle de biomarqueurs et de risque de cancer, quelque part, on pense aux anomalies constitutionnelles, facteurs de risque de développer un cancer, comme les syndromes de prédisposition, l'ifraoménie, mutation BRCA1, qui vont permettre d'élaborer des programmes de dépistage. Et dans les biomarqueurs et dépistage, finalement, on peut aussi, des choses qui sont un peu plus connues, qui sont le dosage de certaines protéines, dans le sang notamment, et on pense au dosage de la PSA et des cancers de la prostate. Et enfin, biomarqueurs et traitements, on peut retrouver dans les cellules, et c'est quelque chose qui a été notamment beaucoup utilisé en hématologie maligne, les anomalies cytogénétiques et moléculaires qui permettent de caractériser des cellules, notamment leucémiques, et de suivre par la suite l'efficacité du traitement avec ce qu'on appellera la maladie résiduelle, que ce soit dans les leucémies aiguës ou dans les leucémies myéloïdes chroniques. Et le topic qui nous intéresse, c'est celui de la biopsie liquide aujourd'hui. La biopsie liquide, donc, c'est un prélèvement non tissulaire de sang, d'urine ou de LCR qui va permettre de rechercher 2 types de biomarqueurs essentiellement, les cellules tumorales circulantes, CTC, et l'ADN tumoral circulant. Les cellules tumorales circulantes, elles se détachent d'une tumeur et vont passer dans le sang. Elles peuvent migrer vers d'autres organes et entraîner des métastases. Et l'ADN circulant, lui, va être relâché par les cellules tumorales lorsqu'elles meurent et se retrouve dans la circulation sanguine. L'ADN tumoral circulant, c'est en fait une partie infime de l'ADN libre circulant qui a été décrit il y a de nombreuses années dans l'après-guerre, avec une concentration qui va dépendre de la masse tumorale et du volume de la prolifération tumorale. L'ADN tumoral circulant va être une part infime de l'ADN circulant libre et va présenter des anomalies de séquence, des modifications épigénétiques, et va permettre 2 types d'études, soit une caractérisation préalable du tissu, avec une caractérisation préalable du tissu tumoral, une détection qui va être personnalisée, c'est-à-dire qu'on ne va rechercher que les anomalies qu'on connaît présentes sur la tumeur, et éventuellement des recherches de mutations sans connaissance initiale du profil mutationnel au niveau somatique. Et donc pour cela, on a 2 grandes technologies, la PCR ou le NGS. La PCR va nécessiter, alors il y en a 2 formes, la PCR quantitative, qu'on utilise beaucoup en hématologie, notamment pour le suivi des fameuses maladies résiduelles, et donc qui va nécessiter, qu'elle soit pour PCR quantitative ou PCR digitale, une connaissance des anomalies mutationnelles présentes au niveau tumoral. Elle va y avoir des niveaux de sensibilité qui vont être différents. Elle va permettre de rechercher des anomalies nucléotidiques éventuellement, de rechercher des anomalies de nombre ou des translocations éventuellement caractéristiques de la tumeur. Le NGS, lui, ne va pas nécessiter de connaissance préalable des anomalies somatiques. Il va permettre une analyse de l'exome et du génome avec une anomalie aussi du nombre de copies du nombre de chromosomes et une stratégie qui va dépendre entre le NGS standard et le NGS qu'on va dire optimisé
de ce que l'on cherche, de ce que l'on souhaite, de la quantité de génome qui va être ciblée, de la profondeur de l'analyse que l'on souhaite avoir et du coût que l'on peut y mettre, puisqu'on verra que le coût est aussi déterminant dans ces analyses. Donc est-ce que finalement l'ADN tumoral circulant est le futur de l'oncologie ? Potentiellement, probablement, oui, dans certains domaines, et on le verra encore mieux au travers des présentations qui vont suivre. Il peut permettre un diagnostic moléculaire avec une spécificité de 100%, une sensibilité qui est variable, mais il ne peut, pour l'instant, aujourd'hui, ne se substituer à la biopsie. Il peut avoir une valeur pronostique. La détection et le taux d'ADN tumoral circulant est un facteur pronostique, notamment dans les cancers colorectaux. En pédiatrie, dans les neuroblastomes, on sait que l'amplification de NMIC est un facteur de mauvais pronostic également. Au niveau prédictif, c'est dans le cadre de la surveillance, c'est l'expérience qu'on a au départ est vraiment hématologique dans les leucémies aiguës avec le suivi de la maladie résiduelle. Et en ce qui concerne l'exploration de la biologie tumorale, eh bien, on peut imaginer, grâce à ces suivis d'ADN tumoral circulant, suivre l'évolution clonale, l'émergence potentielle de résistance et mettre en évidence des cibles thérapeutiques. En ce qui concerne les cellules tumorales circulantes, alors, c'est un autre biomarqueur. Elles sont rares, c'est une population hétérogène et c'est une population fragile. Finalement, en disant ça, on sent un petit peu les limites techniques qu'il peut y avoir, ou les difficultés plus que les limites techniques qu'il peut y avoir dans ce biomarqueur. Des techniques de détection qui vont être extrêmement sensibles et spécifiques, par contre, avec des marqueurs spécifiques de surface, des marqueurs de taille spécifiques, mais qui vont nécessiter une phase d'enrichissement et une phase d'isolement. Elles vont avoir l'avantage de contenir non seulement de l'ADN tumoral circulant, mais également de l'exosome. Elles vont permettre de mettre en évidence l'hétérogénéité tumorale, et le taux de cellules tumorales circulantes est un marqueur pronostique validé dans certains cancers adultes, le sein, le cancer colorectal et la prostate, et il est connu que l'évolution précoce du taux de cellules tumorales circulantes, avant et post-traitement, peut être un marqueur prédictif de la réponse à la chimiothérapie au long cours. En conclusion, pour introduire ce propos, donc deux principaux types de biomarqueurs non invasifs dans le cadre des biopsies liquides, l'ADN circulant et les cellules tumorales circulantes. Est-ce que c'est une future révolution du suivi et du diagnostic en oncologie ? On peut le penser, effectivement. L'utilité, c'est d'intégrer de nouvelles données dans la prise en charge du patient, de pallier le manque de matériel tumoral qui est un frein parfois à l'exploration globale et exhaustive du matériel tumoral, la facilité d'identification de cibles thérapeutiques et puis la possibilité d'adapter les traitements d'entretien en fonction de l'émergence potentielle de modifications. Les limites, au niveau de l'ADN tumoral circulant, c'est le temps nécessaire pour obtenir les résultats. On sait qu'on a besoin de certains résultats rapidement dans certaines pathologies et les délais sont de plusieurs semaines actuellement. Dans les cellules tumorales circulantes, la difficulté technique avec la faible abondance et la fragilité de ces cellules et la multiplicité des techniques d'isolement pour l'instant qui sont possibles. Et dans les perspectives, qu'est-ce que cela pourrait modifier dans la prise en charge du cancer ? On pourrait imaginer quand on diagnostique un cancer, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, on fasse une technique large de NGS permettant de faire un panel large et une authentification des cellules tumorales, puis à partir de matériel plus ou moins ciblé, potentiellement de PCR digital en fonction des analyses qu'on a retrouvées précédemment, faire un suivi tumoral par des biopsies liquides qui ont l'avantage d'être non invasives, non irradiantes, et en cas de rechute, réévaluer la modification potentiellement clonale du matériel tumoral et adapter une thérapie ciblée. Et dans les questions que l'on peut se poser, c'est la présence d'ADN tumoral circulante va-t-elle modifier les prises en charge oncologiques ? Est-ce qu'on va repousser certaines chirurgies s'il y a toujours de l'ADN circulant ? Est-ce qu'on va modifier l'indication de certains traitements adjuvants ? Et enfin, est-ce qu'on peut imaginer un jour suivre les patients grâce à l'ADN circulant ou les cellules tumorales circulantes et non plus par les imageries dans le cadre des tumeurs solides ? Voilà, donc je voulais en quelques diapos brèves présenter ce sujet que j'ai survolé et qui sera bien mieux présenté maintenant par les différents orateurs que nous aurons. Donc dans un premier temps, un topic spécifiquement adulte sur le cancer du poumon, sur le Graal des biomarqueurs sanguins, ça porte bien son titre je trouve, par le docteur Dombly, donc, qui est chef de clinique en oncologie adulte au CHU de Bordeaux, et le professeur Paul Hoffman, qui est professeur au CHU de Nice en oncologie également. Bonjour à tous, donc, je voulais remercier l'ensemble des organisateurs de m'avoir permis de venir discuter justement la place
des biomarqueurs circulants dans le cancer du poumon. Hop, alors. On va le laisser mouliner. Donc moi, je vais vous parler spécifiquement de la place de la biopsie liquide en oncologie thoracique actuellement, en 2020. Donc, comme l'a présenté M. Ducassou, donc la biopsie liquide en oncologie permet d'identifier un certain nombre d'éléments. Donc, il y a l'ADN tumoral circulant, il y a les cellules tumorales, et puis il va y avoir d'autres choses qui sont encore en développement, comme notamment les micro-ARN qui peuvent avoir un effet régulateur à distance, les microvésicules qui vont être des vecteurs pour justement déplacer des éléments qui peuvent avoir un effet modulateur à distance au-delà de la tumeur dans son environnement. Les avantages en oncologie thoracique, c'est qu'on a des patients qui sont fragiles, avec des lésions qui sont viscérales, et donc pour avoir du tissu, eh bien, souvent c'est compliqué d'avoir des biopsies, il y a un risque de morbidité. Donc c'est pour ça que la biopsie liquide peut être une alternative. Elle existe grâce au développement de ces techniques sensibles qui ont été décrites précédemment. L'avantage, c'est qu'on peut aussi faire des prélèvements répétés, donc ce qui permet un suivi longitudinal dans le temps. Et puis surtout, ça permet d'avoir une meilleure représentativité de l'hétérogénéité tumorale, contrairement à une biopsie qu'on fait à un site donné. Eh bien, finalement, on va pouvoir étudier ce que relargue l'ensemble des métastases et donc avoir une vision un peu plus globale de la maladie chez un patient donné. La problématique, c'est qu'il faut avoir accès à ces techniques sensibles, que l'analyse est conditionnée par le préanalytique, le type de prélèvement, l'acheminement, la température, etc. Ça ne donne pas d'informations sur l'architecture et notamment les relations entre la tumeur et son micro-environnement. Et puis, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces anomalies ne sont pas retrouvées chez l'ensemble des patients, à peu près un tiers des patients, notamment chez qui on ne retrouve pas, par exemple, d'ADN tumoral circulant. Donc on va partir d'un cas, c'est une patiente, Isabelle, 48 ans, une patiente non fumeuse qui a été adressée par son médecin traitant pour le bilan d'une toux avec douleur thoracique. Et au scanner, on lui retrouve des lésions pulmonaires bilatérales, des métastases cérébrales et osseuses. Cette patiente, du fait des lésions pulmonaires, on va lui faire une fibroscopie bronchique. Cette fibroscopie va nous permettre de poser le diagnostic d'adénocarcinome d'origine bronchique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, en tout cas en routine, pour le diagnostic, on a besoin de tissus pour avoir une idée de l'architecture et bien séparer ce qui est petite cellule, non petite cellule, et dans le non petite cellule, les différents types. Donc pour le moment, la biopsie liquide n'a pas sa place. On est dans le cadre d'une patiente qui a un adénocarcinome, donc de manière systématique, on va rechercher des anomalies moléculaires. Ces anomalies moléculaires, elles sont de deux types. Il va y avoir d'un côté les mutations, et j'ai mis en noir celles qui font l'objet d'un ciblage thérapeutique en première ligne métastatique. Donc dans les mutations, c'est le GFR. En premier lieu, on va s'efforcer d'utiliser le tissu qu'on a déjà à disposition. Mais il arrive que parfois ce tissu soit épuisé ou que le patient soit dans un contexte d'urgence, on a besoin du résultat plus rapidement et c'est là où on va pouvoir rechercher par des biopsies liquides l'ADN tumoral circulant qui peut nous aider à trouver ces mutations. Et puis il va y avoir d'un autre côté les réarrangements et notamment ALK et ROS1 pour lesquels pour le moment on privilégie le tissu, ne sont pas encore développées des recherches dans le sang. Chez cette patiente, chez Isabelle, le prélèvement était épuisé, donc on a eu recours à une biopsie liquide, on a trouvé de l'ADN tumoral circulant et on a pu identifier une mutation EGFR qui permet de mettre en place un traitement par inhibiteur de tyrosine kinase de première génération. C'est actuellement la seule indication validée pour mettre en place un traitement, c'est identifier en cobase des mutations EGFR dans le sang. Donc cette patiente, on la met sous inhibiteur de tyrosine kinase et généralement, c'est des patients qui vont plutôt bien répondre à ces traitements. Et après, la biopsie liquide, elle peut aussi nous aider dans le suivi de l'évolution sous ce type de thérapeutique de deux façons. Monitorer la réponse tumorale, ça, on ne le fait pas vraiment en routine, mais ça pourrait apporter des informations. Et puis la détection des mécanismes de résistance, justement, sous inhibiteur de tyrosine kinase. Le monitorage de la réponse sous thérapie ciblée, ici, c'est une cohorte de patients traités justement par ces inhibiteurs de tyrosine kinase. Et ce que l'on voit, c'est quand on surveille l'ADN tumoral circulant, on a rapidement une diminution du taux retrouvé dans le sang de manière très précoce. C'est-à-dire au bout de 2-3 jours, il y a des patients qui sont déjà négatifs. Il y en a certains, il y a un effet de flair avec une augmentation transitoire avant la diminution. Mais au-delà de cette diminution à un temps T, c'est surtout la clairance de cet ADN circulant qui va être intéressante. On sait que le fait d'avoir une diminution drastique de l'ADN circulant EGFR dans le sang est associé à un meilleur pronostic chez ces patients.
Ces modifications, de manière très intéressante, elles surviennent plus précocement que les anomalies que l'on voit au scanner. Le premier scanner, il intervient à peu près à 2 mois, et vous voyez que finalement, dans le premier graphique, l'ADN circulant diminue très vite. Donc ça pourrait peut-être même de manière plus précoce identifier les patients qui répondent ou ne répondent pas, et pas attendre ces 2 mois, parce que malheureusement, il y a quand même des patients qui ne répondent pas, et potentiellement qui s'altèrent et qui peuvent ne plus être accessibles à un traitement par la suite. Le problème, c'est la définition claire de la clairance, savoir au bout de combien de temps on évalue cette cinétique de décroissance de l'ADN tumoral circulant, et puis la place dans la stratégie thérapeutique de la mesure de la cinétique de l'ADN tumoral circulant. Ensuite, l'identification des mécanismes de résistance, ça on l'utilise plus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les patients qui ont un inhibiteur de tyrosine kinase de première ou deuxième génération, dans à peu près 50% des cas, vont développer une mutation T790M, ici en rouge, sur le récepteur de l'EGFR. Et donc, on peut rechercher dans le sang la survenue de cette mutation, notamment chez un patient qui présente une progression au scanner. Et donc, c'est ici plusieurs case reports où, en fait, donc, ce que l'on voit pour le patient 13 en haut, en bleu, c'est le clone d'origine, L858R de l'EGFR. Donc, on voit qu'il y a une diminution avec une négativation à 8 mois de traitement. Et puis, en rouge, on voit apparaître avec le temps, en plus de la réapparition du clone initial, un second clone qui est justement porteur de la mutation T790M. Et ça permet de poser l'indication d'un traitement par inhibiteur de tyrosine kinase de nouvelle génération. Le deuxième patient, le patient 15, est aussi intéressant parce que ce que l'on voit, c'est que finalement, avec notre traitement, on a sélectionné un clone qui préexistait déjà. Contrairement au patient 13, lui avait dans sa tumeur une hétérogénéité et on avait déjà ce clone préexistant. Et avec notre traitement, eh bien, on a diminué le clone majoritaire qui était sensible, en bleu, et on voit réapparaître la T790M qui en fait ne réapparaît pas puisqu'elle existait déjà. Donc ça permet de poser l'indication de traiter ces patients par des inhibiteurs de nouvelle génération. Donc ça, c'est vraiment la partie chez les patients qui ont des mutations. Mais après, des fois, on n'identifie rien, et notamment chez cette patiente, si on n'avait rien identifié, on aurait cherché à savoir si elle était éligible à l'immunothérapie. C'est la deuxième révolution thérapeutique des dernières années. Et donc l'éligibilité actuellement, elle est posée simplement sur la base d'un biomarqueur tissulaire en immunohistochimie qui est le statut PDL1, qui va nous permettre de dire est-ce qu'on traite plutôt par chimiothérapie, immunothérapie ou les deux, même si finalement l'association des deux n'est plus conditionnée au statut PDL1. Mais au-delà de ça, on sait que PDL1 est un marqueur qui certes est utile mais est imparfait, et c'est pour ça qu'on cherche à développer de nouveaux biomarqueurs tissulaires, puisque là, on est quand même dans le domaine de l'immunothérapie et donc de l'immunologie, on s'intéresse vraiment à l'interaction entre la tumeur et son micro-environnement. Mais on recherche aussi à savoir si dans le sang, il ne peut pas y avoir des biomarqueurs qui pourraient être utiles pour poser l'indication de l'immunothérapie et ensuite suivre ces patients. Donc voici un petit peu tous les biomarqueurs qui sont actuellement à l'étude. On a également à nouveau ici de l'ADN tumoral circulant. Ensuite, les PBMC, ce sont les cellules immunitaires circulantes, donc on peut aussi les étudier et dégager des signatures de réponse ou de non-réponse. Il y a tout ce qui va être molécules solubles. Les cellules tumorales circulantes également peuvent être intéressantes. Et puis après, il va y avoir tout ce qui va être plus petit, les exosomes et les micro-ARN. Je vais développer vraiment ceux qui sont les plus avancés actuellement. Donc, comme je disais, ce qu'il faut savoir, c'est que là, encore une fois, on n'étudie pas l'interaction entre la tumeur et son micro-environnement, mais on étudie vraiment ce qui se passe dans le sang. Donc, c'est un peu le bémol. Le statut PDL1, on s'est dit, on le cherche dans le tissu, pourquoi pas regarder dans le sang, et notamment le PDL1 soluble, parce qu'on sait que les tumeurs peuvent relarguer aussi du PDL1. Le PDL1 soluble, globalement, les études sont assez contradictoires et on peut difficilement en dégager des conclusions. C'est souvent des petites cohortes. Donc, pour le moment, on peut difficilement dire. Par contre, de manière plus intéressante, le PDL1 sur les cellules tumorales circulantes. Alors, contrairement à l'EGFR où finalement la concordance entre le tissu et le sang est très bonne, là la concordance entre le PDL1 circulant sur le PDL1 sur les cellules tumorales circulantes et le PDL1 dans le tissu est plus variable. Mais ce qu'on a pu voir, c'est à gauche, vous avez un graphe qui montre l'évaluation des cellules tumorales circulantes et du statut PDL1 de ces cellules à la baseline, avant la mise en place de l'immunothérapie. Et ce qu'on voit, c'est que eh bien, les patients à gauche qui ont un nombre élevé de cellules tumorales circulantes exprimant PDL1 ont une survie qui est moindre que les patients à droite qui ont un taux faible de ces cellules tumorales circulantes. Est-ce que c'est pronostic? Est-ce que c'est prédictif? Là, comme ça, c'est difficile de dire.
Maintenant, au-delà du nombre à la baseline, c'est la cinétique qui peut être intéressante, et ça, c'est le tableau à droite. Ce que l'on voit, c'est que les patients répondeurs à l'immunothérapie, qui correspond à la ligne du haut, sont les patients qui vont plutôt avoir une décroissance ou au moins une stabilisation du nombre de ces cellules tumorales circulantes qui expriment PDL1, alors que les patients qui ont une augmentation de ces cellules vont être des patients non répondeurs. Actuellement, on ne l'utilise pas. Maintenant, il y a aussi l'ADN tumoral circulant. L'ADN tumoral circulant, alors là, on va rechercher des mutations, donc il faut que non seulement le patient ait dans le sang de l'ADN tumoral circulant, mais qu'en plus sa tumeur ait une mutation identifiée pour qu'on puisse suivre cet ADN tumoral circulant. Donc ça a été fait beaucoup pour les patients qui ont des tumeurs mutées KRAS, puisque ça, il y en a à peu près 30% et on peut le suivre du coup dans l'ADN circulant. Et ce que l'on voit, c'est encore une fois, sur les deux graphes, la diminution rapide de l'ADN tumoral circulant est associée à une meilleure survie sans progression sous immunothérapie et à une meilleure survie globale par rapport aux patients qui n'ont pas cette clairance de l'ADN tumoral circulant. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est que finalement, ces anomalies, cette amélioration de l'ADN tumoral circulant, elle survient plus tôt que ce que l'on peut voir au scanner. En haut, le premier patient est un patient qui a répondu à l'immunothérapie. Donc là, vous avez les deux scanners tout en haut. En bleu, on voit la diminution RECIST, c'est-à-dire l'évaluation de la maladie tumorale sur le scanner. Donc on voit que c'est un patient répondeur. Maintenant, en rouge, vous avez justement la recherche de l'ADN tumoral circulant et le suivi de la mutation KRAS. Et ce que l'on voit, c'est que de manière très précoce, l'ADN circulant diminue, et donc c'est un marqueur, des fois ça diminue plus vite, voire 2-3 mois avant ce que l'on peut voir au scanner. À droite, vous avez un patient qui progresse justement, et ce que l'on voit, c'est qu'en RECIST, donc en bleu, il y a une augmentation de la maladie, et c'est corrélé à une augmentation de cet ADN tumoral circulant. Donc là, en l'état, on peut se dire que ça ne sert pas à grand-chose parce que finalement, le scanner est corrélé à ce que l'on voit dans le sang. Maintenant, là où ça peut nous aider, c'est pour ce qu'on appelle les pseudo-progressions. La pseudo-progression, c'est quoi? C'est un patient. Ici, à la baseline, vous avez ce scanner thoracique. On voit ces anomalies en blanc. Et puis, au bout de 4 cures d'immunothérapie, on lui refait un scanner. Et là, malheureusement, on voit que les anomalies en blanc vont augmenter en volume. Historiquement, on arrêtait, on sortait les patients des essais, on changeait de ligne, on se disait, mince, ils progressent. Et en fait, non, on s'est rendu compte qu'il y a des patients qui ont transitoirement une augmentation de leur volume tumoral avant d'avoir une réponse, et c'est ce que l'on voit ici, cette diminution après 8 cures. On a continué parce que le patient n'était pas si mal, et finalement, c'est un répondeur. En quoi l'ADN circulant pourrait nous aider? C'est parce qu'en fait, on se rend compte que chez ce patient-là, le suivi de la mutation KRAS était informatif, c'est-à-dire que dès la deuxième cure, on avait une diminution drastique de la quantité d'ADN tumoral circulant. À C4, c'était quasiment négatif, et donc ça aurait pu aussi être un outil disponible pour nous aider à dire chez ce patient, on continue, et chez un autre, dans ce cas-là, si ça augmente, par contre, on arrête. Et enfin, juste un point sur la charge mutationnelle, parce que la charge mutationnelle, on en entend beaucoup parler dans les tissus, et ont été développées des analyses de charge mutationnelle dans le sang. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs immunothérapies qui sont disponibles en oncologie thoracique, et chacune va arriver avec un test compagnon différent et des seuils différents. Ici, vous avez l'étude BEFIRST, c'est une phase 2 pour la tezolizumab. Le seuil qui a été utilisé, c'est un seuil de 16 mutations par mégabase. Et ce que l'on voit, c'est que plus la charge mutationnelle, donc plus on va vers la droite, plus la charge mutationnelle est importante, et finalement, en bleu, plus les taux de réponse sont importants. Donc c'est corrélé. Dans l'étude MYSTIC, qui est une phase 3, plutôt pour le durvalumab, le seuil était cette fois de 20 mutations par mégabase, et ce que l'on voit, c'est que le fait d'avoir une charge mutationnelle dans le sang élevée est corrélé à une meilleure réponse à l'association durvalumab et tremelimumab. En revanche, maintenant sont arrivées les associations chimiothérapie et immunothérapie, et donc c'est l'étude Keynote 189 qui a évalué justement est-ce que la charge mutationnelle circulante pouvait être un outil qui nous aide, et en fait finalement ce que l'on voit c'est que quelle que soit cette charge mutationnelle, les patients vont répondre. Donc autant ça peut aider pour les patients sous immunothérapie seule, autant finalement lorsqu'on rajoute la chimiothérapie, la charge mutationnelle perd en puissance et n'est plus un biomarqueur prédictif. Donc c'est encore très compliqué de statuer sur la place de la charge mutationnelle dans le sang, d'autant plus qu'il y a un problème de standardisation de la mesure de cette charge mutationnelle. On a plusieurs panels possibles, avec des gènes screenés qui sont parfois très différents, des longueurs screenées qui sont différentes, des seuils qui pour certains ne sont pas déterminés, et quand ils sont déterminés, on a des cutoffs qui sont vraiment différents. Donc c'est pour ça que c'est difficile de dire si la charge mutationnelle a réellement un intérêt actuellement ou pas. En conclusion,
Actuellement, en 2020, en oncologie thoracique, on se positionne plutôt dans la maladie métastatique. Finalement, c'est ce qui nous a permis de développer cette biopsie liquide et toutes ces techniques, puisque c'est là où la masse tumorale est la plus importante, c'est là où finalement ce qui circule est le plus important et donc est plus facilement identifiable. On a une validation de l'ADN tumoral circulant pour la mise sous anti-EGFR chez les patients métastatiques et puis pour identifier les mécanismes de résistance. Et maintenant, l'objectif, ça va être d'essayer d'avancer dans l'histoire naturelle du cancer, d'arriver en avant de la rechute chez les patients déjà opérés, voire même avant chez les patients opérés ou chez les patients chez qui on envisage un dépistage. Et c'est ce que va développer monsieur Hoffman. Merci beaucoup pour cette présentation. Je propose qu'on enchaîne avec la présentation du professeur Hoffman et qu'ensuite on écoute Gudrun et on fera une session de questions-réponses à la fin. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Ça va? C'est parfait, oui. C'est parfait. Donc merci à Brio pour cette invitation. Un petit clin d'œil à Pierre Soubéran qui est dans la salle et que je remercie également. Donc bonjour Pierre. Donc je vais remonter, comme il vient d'être très bien dit, sur les stades précoces et l'intérêt de la biopsie liquide. Donc il y a plusieurs indications dans ces stades précoces, sachant que les stades très précoces, c'est le dépistage. Et je terminerai ma présentation sur les avancées sur le dépistage du cancer pulmonaire et l'utilisation de la biopsie liquide. Donc beaucoup de choses ont été dites déjà cet après-midi. En fait, je vais focaliser ma présentation sur 2 points. L'intérêt d'utiliser cette biopsie liquide, qu'on peut appeler encore test sanguin en oncologie, parce que biopsie liquide, c'est un peu une traduction du terme anglais. Donc, on va dire le test sanguin en oncologie, ça fait un peu moins peur aux patients. Dans les stades... Pardon, oui. excusez-moi, en fait, on n'a pas votre présentation à l'écran pour l'instant. Pourtant, vous l'avez? Oui, je l'ai. C'est embêtant. Je l'ai partagé en plus. Donc, je repartage. Je suis désolé pour cette interruption. C'est pas grave. Ouvrir le bec de partage. Donc, oui, je refais. Vous avez quelque chose là? Là, pour l'instant, vous, mais pas votre présentation. Là. Attendez. Ça y est, c'est bon. Voilà. Alors, je vais la mettre en... Oui, en diaporama, voilà. c'est bon. C'est bon? Parfait. Oui, très bien, merci beaucoup. Donc, je revais là-dessus. Bon, c'était mon introduction, donc vous n'avez rien raté en imagerie. Donc, en fait, je vais focaliser d'une part sur les stades précoces, stade 1 à 3A, et sur le dépistage et l'intérêt de cette biopsie liquide. Alors, évidemment, sur les stades avancés, c'est déjà maintenant relativement bien balisé en oncologie thoracique, que ce soit pour la détection de l'EGFR à baseline ou en suivi de traitement. Donc ça a bien été dit. Par contre, dans les stades précoces, on peut utiliser cette biopsie liquide avant une intervention chirurgicale, donc pour essayer de déclencher un traitement néoadjuvant, ou après l'intervention chirurgicale, en essayant de regarder s'il y a des biomarqueurs qui peuvent être associés à une indication de thérapeutique adjuvante. Donc en fait, il faut se positionner soit avant l'intervention, soit après l'intervention chirurgicale pour du néoadjuvant ou pour de l'adjuvant. Alors, ce qui a été dit, c'est qu'il y a 2 grands mondes quand on travaille sur les biopsies liquides. Il y a le monde des gens qui travaillent sur les cellules tumorales circulantes, puis il y a le monde des personnes qui travaillent sur l'ADN circulant libre dans le plasma. Et c'est vrai que les biopsies liquides, finalement, actuellement, en application dans le cadre de l'offre de soins, c'est essentiellement avec la recherche des mutations ou des altérations génomiques sur l'ADN circulant et très peu sur les CTC. Le monde des CTC, c'est plus le monde de la recherche translationnelle et de la pathophysiologie des cancers. Alors, ce qu'il faut juste un petit mot, c'est qu'il n'y a pas effectivement que l'ADN circulant ou les CTC, les cellules tumorales, il y a beaucoup de cibles potentielles et de biomarqueurs dans le sang, que ce soit les longs ARN non codants, les micro-ARN, les exosomes, les protéines, mais également les auto-anticorps circulants. Il y a beaucoup de travaux qui se développent actuellement là-dessus. Et donc, c'est intéressant de voir que ce n'est pas que l'ADN libre circulant et les CTC. Par contre, il y a un petit peu un challenge technologique. Donc, il y a beaucoup d'industriels qui se penchent sur les différents panels à utiliser, les différents tests à utiliser.
à la fois dans la détection précoce, à la fois dans le diagnostic et dans le monitoring. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de compétition dans ce domaine-là, et ce qui veut dire finalement qu'il va falloir choisir le bon test et pour la bonne indication. Et là, c'est là où rentrent en jeu finalement les différentes compétitions entre ces différents acteurs. Alors, évidemment, dans ce qui est de stade précoce, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de développement, mais que pour le patient actuellement, il y a très peu d'indications en routine pratique. Donc, effectivement, il faut être très prudent dans ce que l'on développe. On peut faire des très beaux articles, mais après, en routine et au quotidien, c'est beaucoup plus difficile d'utilisation. Donc, pour la détection, finalement, de biomarqueurs associés à un traitement adjuvant, effectivement, il faut savoir que on va prendre une prise de sang donc sur un simple tube DTA avec un petit bouchon violet, et on va extraire l'ADN dans le suivi finalement post-opératoire. Et donc, ce qu'il faut dire, et ça a été dit, c'est que cette quantité d'ADN circulant finalement est très faible chez ces patients en stade précoce. Donc, il va falloir avoir des outils d'extraction et de détection extrêmement sensibles, tout en gardant la spécificité. Donc, quand on récidive après une intervention chirurgicale, même sur un stade 1, par exemple, il y a 3 raisons pour récidiver en post-opératoire. D'abord, une résection incomplète. Donc, effectivement, la résection a été incomplète et la tumeur se remet à proliférer localement. La deuxième raison de récidiver, c'est le relargage de cellules tumorales circulantes dans les veines pulmonaires et également dans la circulation veineuse périphérique. Donc, ce qui se passe finalement, c'est qu'il y a beaucoup de CTC qui sont relargués lors de la manipulation de la tumeur, notamment sur des gestes chirurgicaux extrêmement difficiles et une intervention qui dure longtemps. On a des cellules tumorales circulantes qui sont relarguées dans la circulation et qui peuvent aller s'implanter à distance dans des organes, que ce soit le cerveau notamment, ou le foie ou le système osseux. Donc en fait, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison de récidiver, finalement, c'est qu'il y a déjà eu, avant l'intervention chirurgicale, des micrométastases qui se sont créées parce que la tumeur primitive relarguait déjà des cellules tumorales circulantes qui sont allées s'implanter à distance dans des sites qui sont dits des sites de dormance tumorale. Et à un moment ou à un autre, parce qu'on a un petit déficit immunitaire, il va y avoir une nouvelle prolifération tumorale qui se crée alors même que sur le plan de l'imagerie, ces cellules n'étaient pas visibles et ces tumeurs n'étaient pas visibles à distance. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'il faut essayer de détecter avant une intervention chirurgicale si on a finalement des biomarqueurs circulants, ce qui est relativement difficile et qui peut faire modifier le traitement en néoadjuvant par exemple. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors on avait fait un travail il y a maintenant presque une dizaine d'années qui montrait finalement qu'on pouvait détecter dans les stades précoces, les stades 1 et 2 de cancer du poumon, avant l'intervention chirurgicale, on pouvait détecter chez certains patients des cellules tumorales circulantes. Ici, c'est une biopsie liquide faite en préopératoire chez un patient de stade 1. Et on s'apercevait qu'en fonction de la quantité de CTC qui circulait, le patient avait une récidive plus fréquente en post-opératoire. Donc en fait, on peut effectivement montrer qu'il existe des cellules tumorales circulantes qui sont relarguées dans les stades précoces avant toute intervention chirurgicale. Alors il y a effectivement actuellement des essais cliniques qui se font en adjuvant, c'est-à-dire en post-opératoire. Donc ça, c'est l'étude de MERMET D1 qui en fait combine à la fois de la chimiothérapie et une immunothérapie, ici par durvalumab, en fonction finalement de ce qu'on appelle la maladie résiduelle, c'est-à-dire qu'on quantifie l'ADN circulant en post-opératoire et en fonction finalement de la présence ou de l'absence d'ADN circulant, on va traiter le patient et on regarde finalement s'il y a une efficacité thérapeutique. Alors ce sont des études qui sont extrêmement complexes, les études ancillaires associées à ces études sont complexes, mais vous voyez qu'il existe des prélèvements sanguins qui se font avant et après chirurgie, et donc il y a un suivi de la charge finalement de la quantité d'ADN qui circule en post-opératoire, et on suit finalement la réponse thérapeutique en fonction de la quantité d'ADN qui circule. Donc c'est en adjuvant, donc c'est en post-opératoire.
ça pose des défis pour nous en oncologie thoracique et en biopathologie. C'est en fait, ça a été dit, comment est-ce qu'on peut harmoniser la phase préanalytique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut finalement maîtriser les délais de transmission de ces échantillons au laboratoire. La technique d'extraction également d'acide nucléique est extrêmement importante puisque ce sont assez souvent des patients qui ont une très faible quantité d'ADN qui circule. Quelle est la méthode de quantification à utiliser, puisqu'on a aussi pas mal d'ADN génomique dans le sang, donc il va falloir regarder finalement quel est le ratio entre l'ADN somatique et l'ADN génomique, quel panel de NGS utiliser, sachant qu'il existe également un phénomène d'hématopoïèse clonale chez les patients âgés, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mutations finalement sur l'ADN germinal qui viennent un petit peu faire un bruit de fond sur les tests de détection. On peut avoir des mutations Caras sur l'ADN germinal. Quel est le bon timing, c'est-à-dire à partir de quand on va pouvoir finalement prélever cet ADN en post-opératoire, le rythme possible, faut-il faire un monitoring ou pas? Et puis les études sont extrêmement complexes, c'est adapté à des essais cliniques, mais après dans la vraie vie, évidemment, ça pose des problèmes de budget pour les laboratoires, de remboursement, et donc on rentre ensuite dans un périmètre qui intéresse plus les administratifs hospitaliers que les cliniciens et les chercheurs, parce que c'est la problématique des remboursements de ces tests. Alors, en adjuvant aussi, vous savez qu'il y a l'étude ADORA, qui est une étude qui cible finalement le traitement des patients en stade précoce avec l'osimertinib, si les patients sont mutés EGFR au niveau de leur tissu. Donc, on voit très bien qu'il y a un bénéfice d'utiliser l'osimertinib en post-opératoire chez des patients qui ont une mutation au niveau tissulaire. Et se pose la question, est-ce qu'on peut ou pas rechercher cette mutation finalement de l'EGFR dans les stades précoces, avant ou après chirurgie, et potentiellement traiter les patients à condition donc d'avoir suffisamment d'ADN circulant. Donc ça, c'est en cours d'exploration et c'est possible. On peut détecter effectivement des mutations de l'EGFR dans le sang en pré ou en post-opératoire et pas seulement dans le tissu, et traiter les patients même s'ils ont des stades précoces. Alors rapidement maintenant, le néoadjuvant, c'est-à-dire est-ce qu'on peut traiter les patients avant l'intervention chirurgicale? Alors, il y a des biomarqueurs au niveau des biopsies liquides, il y a les altérations génomiques, on vient d'en parler, le GFR, la charge tumorale, je ne vais pas revenir dessus, la charge tumorale mutationnelle, il y a les limites qui ont très bien été décrites. Et puis, ce qui est intéressant actuellement, c'est l'analyse du répertoire TCR. Alors, TCR, mais également BCR, c'est aussi une autre piste. Il y a l'étude NeoStar qui est développée par nos collègues du MD Anderson à Houston. Et cette étude de NeoStar, finalement, recherche la clonalité du récepteur TCR finalement avant l'intervention chirurgicale pour savoir si le patient va être traité ou pas par immunothérapie. Donc c'est une piste extrêmement intéressante d'aller rechercher finalement la diversité et la clonalité du récepteur TCR avant une intervention chirurgicale pour savoir si le patient peut bénéficier ou pas d'immunothérapie. Donc vous voyez ici par exemple un patient qui a une très forte clonalité du récepteur, donc il y a une diversité du récepteur, il répond très bien à l'immunothérapie, alors que celui qui n'a pas de clonalité, qui n'a pas d'une clonalité très élevée à baseline avant l'intervention chirurgicale, ne va pas avoir de réponse thérapeutique. Donc c'est une piste extrêmement intéressante qui ouvre beaucoup de pièges finalement au niveau du laboratoire, parce qu'on sait que cette clonalité est également dépendante des infections, notamment de l'infection virale. Donc actuellement, effectivement, il y a une piste également Covid et clonalité du récepteur TCR. Donc il y a aussi un bruit de fond potentiel lié à des maladies inflammatoires et infectieuses. Comment est-ce qu'on peut rechercher finalement cette clonalité du récepteur TCR? Est-ce que c'est sur l'ARN? Est-ce que c'est sur l'ADN? Faut-il regarder finalement cette clonalité uniquement sur la population TCD8 ou CD4 également? Et puis enfin, il y a des pistes sur également la clonalité BCR, et ça, je n'ai pas le temps d'en parler. Alors rapidement, après ces traitements, finalement en adjuvant et en néoadjuvant liés à des biomarqueurs de biopsie liquide, on peut se demander si la biopsie liquide peut servir au dépistage du précoce du cancer du poumon. Et alors effectivement, il y a des pistes, il y a beaucoup de pistes, à la fois sur l'ADN, les micro-ARN, les protéines plasmatiques et les CTC. Alors sur l'ADN, finalement, il y a cet article qui est paru cette année qui montre qu'en fonction de la fragmentation de l'ADN circulant, on peut orienter vers un cancer et vers un type de cancer
cancer pulmonaire, cancer du sein, cancer de la prostate. Donc, en fonction de la fragmentation d'ADN circulant, finalement, on peut détecter un cancer. Donc ça, c'est tout à fait excitant comme approche, mais ça demande évidemment une technologie extrêmement sophistiquée. Il y a une deuxième piste sur l'ADN, c'est la recherche d'une signature de méthylation par NGS sur l'ADN circulant. Et effectivement, cet article qui vient de sortir dans Nature Communication montre qu'on peut détecter finalement dans le sang de patients, alors que l'imagerie est encore négative, on peut détecter une signature à base de méthylation de gènes de l'ADN circulant, bien avant que le cancer apparaisse au niveau pulmonaire. Alors, il y a évidemment un grand combat technologique. Vous voyez ici, c'est Guardant qui essaye de développer un panel. Guardant développe le panel Lunar 2 pour la détection des cancers au niveau des biopsies liquides, cancer du poumon ici. Alors, les micro-ARN, c'est le MIR-test, le MIR-test qui a été développé par nos collègues et amis italiens, Fabrizio Bianchi, Montani, Sozzi. Ça remonte un petit peu à longtemps, mais ce MIR-test, finalement, a été à nouveau présenté à l'ESMO l'année dernière à Madrid. Et effectivement, en fonction de cette signature assez complexe du micro-ARN plasmatique, on peut prédire que le patient a ou va avoir un cancer du poumon. Les protéines plasmatiques, ça c'est Sam Hanash lors du dernier meeting qu'on a organisé à Nice avec le MD Anderson. Et Sam Hanash finalement a développé des signatures de protéines circulantes et d'auto-anticorps circulants qui peuvent être finalement prédictives d'un cancer du poumon. Donc là aussi c'est extrêmement complexe, mais c'est une autre piste. Et enfin, les cellules tumorales circulantes, on s'est intéressé essentiellement à ce sujet dans notre laboratoire. Ici, c'est un patient qui a une BPCO, qui n'a pas encore de cancer détecté à l'imagerie. On lui fait une prise de sang, et dans le sang, donc, on a détecté chez ce patient ce type de cellules circulantes, donc manifestement malignes, avec tous les critères cytologiques de malignité, d'origine pulmonaire, puisque ces cellules finalement exprimaient TTF1. On a suivi ce patient pendant plusieurs mois. Et 2 ans plus tard est apparu un adénocarcinome Caras muté, ce qui nous a fait finalement appeler ces cellules des cellules sentinelles. C'est-à-dire qu'on peut détecter plusieurs mois, voire années, dans le sang des patients, des cellules tumorales circulantes qui peuvent être prédictives de l'apparition d'un cancer. Donc tout ça, c'était très bien. C'était une étude qui était monocentrique, avec un nombre relativement limité de patients, fait par les mêmes techniciens, par les mêmes acteurs, donc une étude positive. En fait, on a aussi eu des compétiteurs 4 ans plus tard, les gens ici de l'Université du Missouri, qui ont à peu près utilisé la même technique de filtration et qui montrent qu'effectivement, on a des cellules tumorales circulantes dans le sang des patients avant l'apparition d'un cancer. Donc là aussi, on était en compétition avec cette équipe. Équipe qui avait développé une étude monocentrique. Alors, on avait voulu finalement essayer de valider cette étude à plus grande échelle dans 21 hôpitaux français, en incluant plus de 600 patients qui ont une bronchopneumopathie chronique obstructive, fumeurs, plus de 55 ans. Et donc, on a essayé de développer également cette technique en multicentrique. Et l'étude s'est révélée négative. Donc, on vient de publier ce papier qui montre que finalement, en utilisant notre approche en multicentrique, on n'arrive pas finalement à avoir des résultats suffisamment robustes, c'est-à-dire que la technique qu'on a utilisée, finalement, ne permettait pas de prédire avec suffisamment de robustesse l'apparition d'un cancer, ce qui montre que finalement, quand on met en évidence un biomarqueur en monocentrique, avant de pouvoir l'utiliser en routine clinique, il faut faire des études prospectives multicentriques avec plusieurs acteurs. Et même quand on a une technique extrêmement performante, si cette technique est difficile à mettre en place, finalement, on n'arrive pas à valider des résultats. Et ça, c'est l'intérêt en routine, finalement, c'est d'utiliser des biomarqueurs qui sont faciles d'utilisation et qui ne sont pas trop complexes. Donc, effectivement, on peut faire des très beaux articles, mais ensuite, pour servir le patient et le clinicien, ça devient un peu plus compliqué. Et pour finalement finir sur cette note, on sait très bien que pour mettre en place un biomarqueur de détection précoce ici du cancer du poumon, il faut passer par différents stades, des stades de maîtrise préanalytique, maîtrise analytique et post-analytique. Et c'est vrai que finalement, si on n'automatise pas
les approches, si on n'a pas des panels très robustes de détection, on n'arrive pas finalement à pouvoir utiliser ces tests dans les cliniques, dans tous les hôpitaux périphériques, et finalement, on ne sert ni le patient ni le clinicien sur ce type de développement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle présentation qui était très claire. Je propose maintenant qu'on donne la parole à Gudrun Schleiermacher, qui est oncopédiatre à l'Institut Curie et responsable d'unité de recherche en oncologie pédiatrique en recherche translationnelle, pour nous parler des biopsies liquides et des biomarqueurs en oncologie pédiatrique. Bonjour, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité pour parler donc des biopsies liquides en oncologie pédiatrique. Est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui, oui, c'est bien, parfait. Et est-ce que c'est en grand écran? C'est bon, c'est en grand. C'est parfait. Parfait. Donc, tout d'abord, mes conflits d'intérêts. Et ensuite, pour reprendre très rapidement les notions qui ont déjà été partagées lors des présentations précédentes, pour rappeler, en fait, tout d'abord que le mot biopsie est intéressant, puisque, après tout, ça vient de l'ancien grec, bios, la vie, et obscène, regarder, donc on regarde la vie, et ceci donc dans quelque chose de liquide. Et on peut bien sûr utiliser des techniques pour regarder différents échantillons, le sang, la moelle osseuse, on n'a pas encore parlé du LCR ou d'autres liquides dans le corps, et il devient donc possible d'analyser différents composants dans ces liquides. On a donc entendu parler des cellules circulantes et des plaquettes mRNA, RNA, et également de l'ADN libre circulant et sa composante intéressante, celle de l'ADN tumoral circulant. Donc, on a déjà entendu qu'il s'agit effectivement de petits fragments d'ADN, de petite taille, 150 à 200 paires de bases, qui sont libérés par des cellules en nécrose ou apoptose. Et quand il s'agit d'un patient atteint de tumeur, on peut donc identifier au sein de l'ADN libre des fragments qui correspondent à l'ADN tumoral. Donc, l'intérêt de pouvoir réaliser des biopsies, et je suis d'accord avec les commandeurs précédents qu'il ne faut peut-être pas trop utiliser ce mot-là qui peut peut-être faire penser à quelque chose de bien plus invasif qu'une simple prise de sang, pour permettre ensuite des analyses qui permettent d'étudier la génétique des tumeurs, l'hétérogénéité et surtout ces aspects d'analyse séquentielle. Je voudrais partager quelques idées concernant l'oncologie pédiatrique plus spécifiquement, et quand on discute des différentes approches pour étudier l'ADN libre, il faut tout d'abord bien sûr réfléchir à quelle est la question qu'on souhaite poser. S'agit-il d'un marqueur, un biomarqueur pour mesurer, pour estimer la charge tumorale au diagnostic ou éventuellement en cas de rechute? S'agit-il d'un biomarqueur qu'on souhaite appliquer pendant le suivi du patient pour étudier ce qu'on appelle la MRD, la maladie résiduelle, pendant le traitement et pendant le suivi, ou d'autre part, s'agit-il d'une technique qui doit remplacer les techniques de caractérisation moléculaire, soit pour le diagnostic moléculaire au diagnostic, soit pour l'identification de cibles thérapeutiques en cas de rechute, en cas des programmes de médecine de précision. Et puis des applications très différentes quand on est dans le cadre de syndrome de prédisposition et les possibilités d'utilisation de certaines techniques pour le criblage de patients et chercher à identifier l'apparition d'une tumeur bien avant sa mise en évidence par des techniques radiologiques standards. Donc, pour approfondir un peu cette discussion sur les différentes technologies, nous avons donc entendu que les techniques en Digital Droplet PCR permettent une très grande sensibilité, ne coûtent pas très cher après tout, ne nécessitent pas beaucoup d'ADN, mais après tout, pour leur mise en place, il faut surtout connaître la mutation qu'on souhaite analyser. De même pour des approches qui utilisent des séquençages ciblés, le NGS ciblé, alors que d'autres techniques plus larges en séquençant l'ensemble de l'exome, donc les whole exomes, permettent après tout une couverture plus large et peuvent être d'un intérêt plus significatif dans des pathologies dans lesquelles on n'a pas de connaissances a priori et dans lesquelles on ne connaît pas d'emblée les altérations génétiques.
Donc, je voudrais, à partir de ces réflexions, partager quelques informations d'analyse que nous avons effectuées à l'Institut Curie dans mon équipe de recherche translationnelle dans le cadre d'oncologie pédiatrique, avec un schéma très simple que je voudrais détailler sur le plan technique pour ensuite illustrer quelques applications. On part bien sûr toujours d'un échantillon de sang ou de moelle osseuse sur des tubes EDTA. D'une manière importante, il peut s'agir pour nous soit de tubes collectionnés dans le cadre d'études spécifiques, et nous avons remarqué que nous pouvons également utiliser des tubes EDTA qui restent après des analyses de routine de NFS. En fait, la NFS, bien sûr, prélevée sur EDTA. Le laboratoire va utiliser uniquement quelques centaines de microlitres sur un tube de 5 ml, et ce qui reste est récupérable 24 heures après. Et même à ce moment-là, si on centrifuge vite, on peut ensuite extraire l'ADN libre et ensuite vérifier la qualité. On cherche donc, suite à une électrophorèse, à mettre en évidence ces petits fragments de 150 à 200 paires de bases versus les échantillons qui contiennent une contamination avec de l'ADN génomique. Si l'échantillon a traîné après tout trop longtemps sur la paillasse, on va avoir une libération de l'ADN à partir des leucocytes, ce qui entraîne une certaine contamination. Néanmoins, ceci n'est pas vraiment gênant dans les approches qu'on a mis en évidence en place dans le laboratoire avec un séquençage whole exome, puisqu'on va avoir une sélection en taille et donc se focaliser sur les petits fragments. On a donc mis en place un protocole de séquençage whole exome en oncologie pédiatrique parce qu'avant tout, il s'agit d'une multitude de pathologies avec souvent pas de connaissance a priori des altérations qu'on souhaite cibler, avec les étapes qui portent, comme je l'ai dit, sur l'extraction de l'ADN libre, la construction de librairies selon un protocole qui a été adapté, et ensuite la capture et le séquençage selon des méthodes standards. Et une analyse bioinformatique qui doit le plus souvent intégrer une comparaison entre les résultats de séquençage de l'ADN libre versus ce qu'on aurait éventuellement pu séquencer sur la tumeur et un séquençage sur le matériel germline constitutionnel à partir du culot des globules blancs pour permettre une comparaison, et ensuite l'application des pipelines bioinformatiques qui permettent donc à la fois des étapes de contrôle de qualité, calculer en principe le pourcentage de contenu de fragments provenant de la tumeur, donc l'ADN libre tumoral versus l'ADN libre total, et ensuite déterminer les altérations de copy number et les variants. Et bien sûr, permettre aussi que les échantillons proviennent du même patient. Donc, nous avons des données qui portent maintenant sur l'identification de quantité de cfDNA dans une grande cohorte de presque 500 patients, et on voit en fonction des pathologies des quantités de cfDNA très différentes. Bonne nouvelle pour les personnes qui travaillent sur le neuroblastome, nous savons déjà de longue date que dans le neuroblastome, il y a beaucoup d'ADN libre circulant. Pareil pour d'autres tumeurs embryonnaires, les rhabdomyosarcomes, les tumeurs rénales également. Et bien sûr, après cette première étape de détermination de quantité de cfDNA, il faut calculer le pourcentage de ctDNA. Différents outils permettent ce calcul. Nous avons utilisé iCore cDNA, Facets ou Sequenza, et on peut donc voir en fonction des profils qui prennent en compte à la fois les modifications en copy number et calculent en fonction des SNP ces pourcentages qui peuvent être très variables. Et on peut donc déterminer le contenu en ctDNA dans ces échantillons qui, encore une fois, est variable en fonction des différentes pathologies. Quelles sont donc nos applications à partir de ces techniques? Tout d'abord, je voudrais vous montrer quelques applications pour la caractérisation moléculaire au diagnostic, ensuite parler de ces applications dans le cadre de rechute et ensuite de leurs applications dans l'analyse séquentielle. Donc, pour la caractérisation moléculaire, on va rapidement demander quel est l'intérêt, pourquoi s'intéresser à cela. Et je suis tout à fait d'accord avec le commentaire initial que ces biopsies liquidiennes ou l'analyse du sang ne pourra pas
remplacer l'analyse d'un prélèvement tumoral. Nous avons montré que dans le neuroblastome, effectivement, on peut étudier à la fois des altérations type mutation et en altération copy number dans plus que 90% de patients atteints de neuroblastome et dans les stades avancés. Néanmoins, en pédiatrie, il existe un certain nombre de pathologies pour lesquelles nous n'avons pas accès à un prélèvement tumoral au moment du diagnostic et on va donc commencer un traitement parfois invasif, parfois mutilant devant un diagnostic présomptif. Un exemple sont les tumeurs rénales pour lesquelles, selon les recommandations européennes, on va commencer un traitement par chimiothérapie avant toute biopsie devant un possible risque de rupture tumorale. Et une chirurgie aura lieu qu'après quelques semaines de chimiothérapie. Et il existe donc un risque théorique de commencer un traitement par chimiothérapie pas tout à fait adapté en fonction des pathologies qu'on va découvrir lors de la chirurgie. On s'est donc posé la question si, dans le cadre de tumeurs rénales pédiatriques, on pourrait utiliser l'analyse de l'ADN circulant pour identifier des altérations pathognomiques dans ces tumeurs type Wilms ou d'autres pathologies comme les tumeurs rhabdoïdes ou sarcome à cellules claires. D'une manière intéressante, dans 18 sur 19 patients, nous avons pu identifier des altérations des types mutation ou altération copy number vraiment caractéristiques de certaines pathologies rénales de l'enfant, comme dans cet exemple avec une LOH claire au niveau du 11P retrouvée dans un néphroblastome. Pareil, dans les rétinoblastomes, où par définition une biopsie n'est pas possible et il existe parfois des diagnostics différentiels difficiles pour les radiologues et les ophtalmologistes, par exemple une maladie de Coates ou autre maladie héréditaire. Et nous nous sommes intéressés à la question si dans le cadre d'un rétinoblastome, il pourrait être possible de retrouver des altérations somatiques du gène RB. Nous avons une collection de 8 patients pour lesquels nous savons qu'il ne s'agit pas de maladies avec atteinte RB au niveau germline, mais de maladies donc, avec atteinte somatique. Et nous avions des plasmas pour ces patients. Et chez 6 de ces 8 patients, nous avons pu mettre en évidence une altération au niveau du gène RB, néanmoins avec des faibles fréquences alléliques, ce qui est attendu compte tenu de la petite taille de ces tumeurs et de la barrière entre l'intérieur de l'œil et la circulation, bien sûr. Et puis, une autre application possible concerne les tumeurs cérébrales, où là encore, parfois une biopsie peut être difficile et une première analyse au niveau du LCR peut orienter avec, pour nous, dans 9 des 10 cas étudiés pour des tumeurs embryonnaires, la mise en évidence d'altérations typiques comme dans ce cas, une amplification au niveau du 19Q qui signe une tumeur particulièrement agressive type EMTR. Donc, nous pouvons utiliser ces techniques pour une caractérisation moléculaire au diagnostic. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion lors d'une possible rechute? Pour cela, je voudrais citer rapidement le programme MAPI-ACT, qui est donc un programme de caractérisation moléculaire dans le cadre de la médecine de précision et qui est mené par ma collègue Birgit Göger à Gustave Roussy, avec un objectif de réaliser une nouvelle intervention chirurgicale pour caractérisation moléculaire par whole exome et RNA-seq lors d'une rechute, avec ensuite une discussion dans un board moléculaire et clinique afin d'orienter vers un traitement dans le cadre des essais précoces. Dans le cadre de cette étude qui a recruté maintenant plus que 750 patients, une étude ancillaire porte sur l'analyse de l'ADN libre circulant et pour les 500 premiers patients, nous nous sommes intéressés à ceux qui n'ont pas de tumeur cérébrale et pas de leucémie avec des plasmas au moment de l'inclusion dans MAPI-ACT disponible pour 225 patients. Nous avons donc appliqué notre même stratégie de séquençage whole exome. Sur ces 225 échantillons, 190 correspondent à des patients pour lesquels l'analyse en ouest sur la tumeur avait été contributive et notre cfDNA est contributif sur 128 des 190 patients.
D'une manière intéressante, pour 16 patients, un séquençage OS n'avait pas pu être effectué et dans 19 autres, il n'y avait pas d'analyse contributive. Et 11 de ces patients avaient néanmoins pu aboutir à une analyse du cfDNA contributif. Donc, on peut d'une certaine manière rattraper ces analyses pour des patients où le OS de tumeur n'a pas pu être effectué par manque d'échantillons significatifs. Quelques exemples sur ces graphes où je montre chaque fois sur la première ligne l'analyse en germline, ensuite dans la tumeur, ensuite sur le plasma, avec mise en évidence dans ces différentes pathologies les altérations au niveau du germline et au niveau du plasma, comme ici dans le cas du neuroblastome d'une jolie mutation R1275 qui va donc orienter vers un traitement par inhibiteur de ALK. Donc, d'une manière intéressante, ces analyses permettent aussi de documenter une certaine hétérogénéité pour les pathologies sur lesquelles nous travaillons. Ce diagramme de Wen indique le nombre de SNV retrouvés dans la tumeur et dans le plasma, avec en moyenne 11, un range de 0 à 84 mutations qui sont retrouvées en commun entre la tumeur et le plasma versus 8 et 5 spécifiques à la tumeur et le plasma respectivement, indiquant une certaine hétérogénéité spatiale dans les tumeurs pédiatriques. Et donc, nous pouvons ensuite nous intéresser aux altérations actionnables et nous demander combien d'altérations actionnables ont été retrouvées au niveau de ces échantillons dans la tumeur, dans le plasma ou dans les deux. Donc, pour cela, on peut donc conclure que sur cette cohorte-là, 63% des altérations retenues dans le bord moléculaire étaient en fait vues à la fois dans la tumeur et dans le plasma, avec 19% vues uniquement dans la tumeur et 17% dans le plasma. Nous pouvons donc passer à l'étape suivante et demander comment ces analyses peuvent également nous aider pour l'analyse séquentielle de l'ADN circulant. Et pour ça, nous avons appliqué un schéma dans lequel nous avons effectué le séquençage OS de la tumeur, du plasma au diagnostic et puis un séquençage whole exome également en cas de rechute. Ceci nous a permis d'identifier un grand nombre d'altérations copy number et de mutations dans ces échantillons et ensuite nous sommes passés à un séquençage plus ciblé avec plus grande profondeur pour valider ces altérations et ensuite regarder les altérations dans les prélèvements intermédiaires. Les premiers résultats sont disponibles sur une première série de patients recrutés à l'Institut Curie et les résultats très encourageants nous ont permis de construire un protocole national appelé MICADO qui a pour objectif de recruter 600 patients atteints de tout type de pathologie pour étudier ces aspects d'analyse séquentielle, entre autres. Ce que nous pouvons observer dans cet exemple, par exemple, c'est que dans certaines pathologies, nous avons un certain nombre de mutations vues au moment du diagnostic dans la tumeur et dans le plasma, comme dans cet exemple de neuroblastome, dont 10 mutations étaient spécifiques à la tumeur et l'ensemble de 4 a été retrouvé entre la tumeur et le plasma au diagnostic. D'une manière importante, au moment de la rechute, un grand nombre de mutations ont été retrouvées qui n'avaient pas été vues lors du diagnostic, comme cet exemple ici. Et donc, si on prend l'ensemble de ces données, on peut les indiquer en fonction de leur fréquence d'allèle mutée au fil du temps. En rose, le calcul du contenu d'ADN tumoral dans l'échantillon de cfDNA et les différentes couleurs correspondent à des fractions d'allèles mutés qui sont regroupées en fonction de leur évolution. On peut donc, à partir de ce type de graphe, désigner des modèles qui indiquent une évolution clonale claire dans cet échantillon avec un premier clone qui semble être le clone d'origine et à partir duquel se développent différents clones au fil de l'histoire de ce patient. Et on voit que lors de la récidive, des nouveaux clones apparaissent avec différentes altérations génétiques qui conviendraient donc de cibler d'une manière plus efficace si on souhaite contourner la résistance au traitement par chimiothérapie.
les différents modèles que nous pouvons dessiner à partir de ces données préliminaires indiquent que dans le neuroblastome, nous avons un fort indice d'évolution clonale dans la progression de la maladie, avec des nouvelles mutations qui ciblent avant tout les voies de MAP kinase, protéinase K. Ensuite, on a également différents patterns qui indiquent une sensibilité différentielle au traitement par chimiothérapie, avec des clones qui semblent disparaître plus rapidement que d'autres lors de la mise en place des traitements, ou des évolutions différentielles différentes en fonction de la mise en place de la chimiothérapie. Nous avons donc pu voir que l'étude des altérations génétiques au fil du temps semble apporter des informations intéressantes pour mieux comprendre la réponse, l'évolution clonale et la possible résistance au traitement. Mais nous voudrions aller plus loin et pouvoir aussi inférer le profil d'expression, étudier le profil d'expression pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau cellulaire. Comme il a été dit auparavant, l'étude simple de mRNA ou miRNA sur un grand nombre de marqueurs peut être difficile et nous nous sommes intéressés à la question si on peut inférer les profils d'expression à partir des données sur l'ADN circulant. Et pour cela, on s'est basé sur plusieurs publications antérieures qui, en fait, partent de l'observation que l'ADN circulant, avec ces petits fragments d'environ 160 paires de bases, correspond à un découpage en fonction de la taille des nucléosomes. L'ADN libre est donc découpé en fonction de comment c'est enroulé autour des nucléosomes quand c'est relagué dans le sang. Et nous savons que l'organisation des nucléosomes dépend de si un gène est exprimé ou pas. Si un gène est fortement exprimé, surtout les sites d'initiation de la transcription, les TSS, vont être libres de nucléosomes. Cet ADN va être plus découpé par les nucléases et d'autres enzymes lors du relagage dans le sang. Alors que pour les gènes peu exprimés, il y aura une structure plus compacte autour des nucléosomes, pas de coupage alors que l'ADN est libéré. Et de ce fait, quand on passe au séquençage, on va avoir des couvertures simples mais différentielles en fonction de l'expression des gènes. Et donc, nous sommes intéressés à cette observation en effectuant une approche de capture des régions des sites d'initiation de la transcription autour de l'ensemble des gènes codants et en séquençant ça avec une autre couverture dans une série d'une trentaine d'échantillons, surtout de neuroblastomes, puisqu'encore une fois, ils ont souvent un très fort pourcentage de CT dans le cfDNA. Et on voit que suite à nos applications de machine learning sur des échantillons de contrôle, qu'on peut bien distinguer l'expression des gènes en distinguant très bien les gènes de ménage qui sont exprimés versus des gènes non exprimés. Et l'étape d'après porte sur l'application de ces techniques pour identifier des gènes exprimés versus non exprimés dans nos séries d'échantillons. Ici, un échantillon sur lequel nous avons étudié l'expression et on voit donc bien la classification des gènes en deux groupes. Et pour cet échantillon, nous avons accès à un échantillon de la tumeur qui a pu être étudié en RNA-seq. Et quand on corrèle, en fait, les données, on voit qu'il y a une bonne corrélation entre ce qui est mesuré en RNA-seq versus notre classification suite au machine learning avec la couverture autour des TSS. On peut donc ensuite désigner des graphes en fonction de la couverture autour des gènes qui nous intéressent particulièrement dans le neuroblastome, les gènes ALK, ATRX, TERT, et avoir des profils de couverture qui permettent d'appréhender un peu la notion de gènes exprimés ou non exprimés. Et l'analyse de ces données est en cours maintenant sur notre série de patients pour pouvoir aller plus loin. Ce qu'on constate déjà, c'est quand on fait ces analyses et on compare les profils de couverture de cfDNA autour des TSS dans des échantillons du même patient au diagnostic et à la rechute, on observe des différentiels en expression de gènes avec, dans ces deux exemples, des gènes dont on voit s'ils sont sur ou sous-exprimés au moment du diagnostic ou à la rechute. Et des analyses sont en cours pour bien voir quelles sont les voies ciblées par ces modifications.
Une dernière petite explication concernant les possibilités d'utilisation de ces nouvelles technologies quand on s'intéresse à l'épigénétique. Et un contexte où cela paraît particulièrement intéressant est de nouveau le neuroblastome. Deux papiers importants ont porté sur l'identification d'identités cellulaires à partir de données de circuits transcriptionnels dans le neuroblastome et avec identification d'identités cellulaires suite à ces données de ChIP-seq qui signent soit une identité de type noradrénergique, soit une identité plus mésenchymateuse. Et nous savons que ces deux identités cellulaires peuvent coexister dans une même tumeur et une cellule peut aller d'une identité cellulaire vers l'autre et on pense aujourd'hui que cette identité mésenchymateuse est probablement associée à une certaine résistance au traitement par chimiothérapie. Néanmoins, dans le neuroblastome, comme pour beaucoup d'autres tumeurs solides en pédiatrie, il n'est pas possible d'analyser d'une manière séquentielle les profils d'expression ou permettre des analyses séquentielles par ChIP-seq. Et nous nous sommes donc demandé s'il serait possible de faire des analyses type ChIP-seq plutôt sur le plasma pour pouvoir appréhender l'évolution de ces identités cellulaires au fil du temps. Donc là encore, on n'a pas de résultats définitifs, mais on est à la phase faisabilité avec nos données de ChIP-seq, après mise en place d'une technique bien spécifique. Et sans rentrer dans les détails, on a donc des échantillons de 3 patients, un patient qui sera en rouge, en noir et en bleu, avec les 3 marques d'histone mis en évidence après ChIP-seq et ensuite séquençage dans le plasma. Et on voit des profils différentiels. Tout d'abord, on va regarder nos contrôles qui sont les gènes cycline D1 qui doit être exprimé et qui doit donc porter la marque d'histone K4ME3 versus le gène cycline D2 qui doit porter la marque K27ME3, ce qui est donc bien le cas dans nos échantillons. Et on peut ensuite s'intéresser aux gènes qui signent les identités cellulaires, soit noradrénergiques, soit mésenchymateuses, comme je l'ai dit, et on voit bien les marques autour des gènes GATA2 et HAND2 pour le premier comme indiqué. Et d'une manière intéressante, on peut aussi tomber sur des gènes connus comme étant intéressants dans le neuroblastome et qui peuvent parfois être des gènes avec un promoteur bivalent, c'est-à-dire à la fois répressif et activé, comme indiqué ici pour TWIST1. Tout cela pour conclure et pour dire que je pense que l'étude de ces biomarqueurs séquentiels, même si c'est loin des applications cliniques et même si cela ne peut pas remplacer l'étude de la tumeur lors d'une biopsie, introduit une nouvelle dimension dans nos analyses, la dimension du temps, avec la possibilité donc de pouvoir étudier l'évolution clonale pour pouvoir mieux comprendre les mécanismes de résistance au fil du temps et même dans des pathologies pour lesquelles on n'a pas de connaissance a priori des altérations génétiques et il devient possible d'inférer les profils d'expression et des profils épigénétiques. Et je pense que le message très important aujourd'hui à l'ensemble des cliniciens pédiatres est de permettre des collections de sang pour permettre l'analyse de l'ADN circulant, surtout dans le contexte d'études cliniques pour permettre nos études de demain et pouvoir mieux comprendre les différents mécanismes de résistance. Donc un grand merci à mon laboratoire et l'ensemble des partenaires pour ces analyses. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les trois pour ces présentations très claires qui ont permis, je crois, d'aborder de manière assez large, bien qu'on sent qu'il y a plein de choses à dire encore, ce qu'on ne va pas appeler les biopsies liquides, mais les prélèvements liquides. Donc, il y a des questions dans l'auditoire et des questions à distance. Donc, on va commencer par Pierre qui a 2 questions. Donc, la première concerne les techniques des cellules circulantes, des cellules tumorales circulantes. Est-ce qu'il est possible de travailler sur ces cellules dans une approche de type single cell pour évaluer éventuellement leur potentiel métastatique ou d'autres caractéristiques de ces cellules? Alors, je peux peut-être répondre, je ne sais pas si c'est à moi de répondre, mais je vais répondre. Merci Pierre pour cette
cette question qui nous taquine, hein, parce qu'effectivement, l'ensemble des techniques de détection des cellules tumorales circulantes pose le problème, comme ça a été dit également, par finalement le faible nombre de CTC qui circulent, sauf les carcinomes à petites cellules, où là, carrément, on se rapproche d'une leucémie, hein, dans les CPC. Mais dans les autres tumeurs solides, effectivement, le problème, c'est le nombre. Donc, le nombre et comment isoler finalement ces CTC avec des techniques qui n'entraînent pas des altérations, j'allais dire, des acides nucléiques par des fixateurs, par exemple, ou des cibles épigénétiques. Donc, il y a des nouvelles techniques qui sont actuellement développées qui permettent de récupérer les CTC sans fixateur associé. Donc, il y a la technique Vortex de Bioscience qu'on a implantée dans le laboratoire. Il y a une machine à Stanford, une à Houston, et il va y en avoir une autre en dehors de notre laboratoire chez Klaus Pantel à Hambourg. En fait, cette technique Vortex permet de récupérer des cellules tumorales circulantes non fixées et donc de faire du single cell. C'est un peu une approche qu'on essaie de développer actuellement. Alors, c'est vrai qu'on est sur de la recherche d'amont, hein, de la recherche translationnelle, très peu de recherche clinique, mais on va pouvoir peut-être effectivement appréhender le potentiel métastatique ou d'agressivité de ces cellules en faisant du single cell avec ce type de technique qui est assez précise et encore peu développée. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que Gudrun ou Charlotte, vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à cette question ? Juste pour redire que dans l'oncologie pédiatrique, donc tumeurs solides, il y a en fait peu de cellules qui circulent. Je sais que plusieurs équipes ont regardé ça dans le neuroblastome, mais même si on trouve beaucoup de cfDNA, il n'y a pas de cellules qui circulent et qui se prêtent à ces analyses, malheureusement. Alors, ça me permet justement, Gudrun, de poser une question que je voulais te poser. Là, tu as fait ta présentation, et c'est vrai que l'expérience qu'on a en oncologie pédiatrique repose essentiellement exclusivement sur l'ADN circulant. Donc, tu viens d'y répondre en partie. Tu penses qu'à un moment donné, il y aura quelque chose dans les cellules tumorales circulantes en pédiatrie, ou c'est quelque chose qu'il faut même pas commencer à explorer, même avec des techniques qui permettraient de faire du single cell ou autre, ou c'est quelque chose qu'on peut éventuellement envisager dans l'avenir ? Je n'ai pas très bien entendu ta question, Stéphane. Je disais, tu as parlé essentiellement de l'ADN circulant. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une place pour les cellules tumorales circulantes en pédiatrie à un moment donné, si on améliore l'isolement de ces cellules, l'identification de ces cellules, même si tu viens de le dire, elles sont assez rares en pédiatrie ? Je pense que globalement, il s'agit d'un phénomène rare. Il sera intéressant de pouvoir l'appliquer à un moment donné, si on pouvait, notamment pour cette question d'analyse en single cell des cellules avec un potentiel métastatique. Mais dans les tumeurs des Ewing, les neuroblastomes, les tumeurs rhabdoïdes, il y a très très peu de cellules qui circulent. On devrait donc avoir accès à des volumes de sang considérables, pouvoir réaliser ces analyses. Donc, je pense que pour les tumeurs solides aujourd'hui, avec les technologies disponibles, ce n'est pas dans l'immédiat qu'on va pouvoir adopter ces approches-là. D'accord, bon. Merci beaucoup. Donc, la deuxième question de Pierre, qui du coup était par rapport à l'accessibilité de ces techniques. S'il y en a une qui démontrait un bénéfice évident, reproductibles et de manière pas forcément monocentrique mais multicentrique du coup, est-ce qu'on est capable de les faire passer rapidement de l'exploratoire à la routine de façon large au niveau français en l'état actuel des moyens disponibles ? Alors, je vais répondre. C'est une bonne question. C'est le problème aussi des tests avec leur remboursement, les tests moléculaires ou les tests biologiques avec un remboursement potentiel. Alors, la seule technique qui a failli être mis finalement et développé sur le marché, c'est la technique Cell Search, hein, puisque c'est la seule technique de détection qui avait été associée avec le feu vert de la FDA dans les cancers prostatiques du sein et du côlon métastatiques. Et c'est vrai qu'il y a eu l'étude Metabres qui est pilotée par Jean-Yves Pirga à l'Institut Curie, qui a utilisé cette technique Cell Search et qui finalement pourrait être implantée dans les cancers du sein, notamment les cancers du sein triple négatif. Il faut savoir que c'est une technique qui reste quand même un peu confidentielle. Il y a à peu près une dizaine de laboratoires en France qui sont équipés avec cet équipement Cell Search, relativement onéreuse,
Donc se pose le problème du déploiement de cette technique dans tous les hôpitaux, voire dans les cliniques. Et c'est vrai que c'est le gros piège des CTC par rapport à l'ADN libre circulant, c'est la technologie, c'est la sensibilité, spécificité. Et je pense qu'on est un peu là sur une crête. On ne sait pas trop si on peut basculer vers ce type de technologie, puisque ce qui semble l'emporter maintenant, c'est le NGS sur l'ADN libre circulant par rapport au CTC, qui reste quand même du domaine de la recherche translationnelle et de la pathophysiologie des tumeurs, plus que sur l'offre sanitaire vis-à-vis des patients. Donc on est vraiment, pour les CTC, ça reste très très difficile comme déploiement, en tout cas en France. Et par rapport à cette expérience que vous avez montrée sur le cancer du poumon, donc que ce soit Charlotte ou vous aviez présenté les cellules tumorales ou les biopsies liquides dans les cancers du poumon, est-ce que c'est transposable aux autres cancers adultes et notamment ces problèmes que vous avez décrits dans le cancer du poumon, puisque les études monocentriques montraient chacune potentiellement un facteur prédictif des cellules tumorales circulantes, et quand vous l'avez passé en multicentrique, on n'a pas retrouvé ça. Est-ce que c'est lié à des seuils de positivité, parce que dans certaines nouvelles techniques, on discute à chaque fois le seuil de... Qu'est-ce qui va permettre de dire qu'on est positif pour tel type de biomarqueur notamment? Est-ce que ça aussi, c'est un problème dans les cellules tumorales circulantes, ou c'est pas vraiment le problème qu'on rencontre? Problème majeur, parce que c'est comme pour la charge tumorale mutationnelle dans le sang, par exemple, les cutoffs sont variables, et dans les CTC, même avec la même technique, la technique cell search, selon les publications, on va même jusqu'à un cutoff de une cellule tumorale circulante dans 10 millilitres de sang, ce qui paraît être un cutoff extrêmement, j'allais dire, périlleux à respecter, parce que parfois, effectivement, entre une cellule tumorale circulante et une cellule épithéliale circulante qui n'est pas forcément tumorale, on n'arrive pas à faire le distinguo sans faire d'analyse génétique associée. Donc le problème du cutoff, c'est terrible, parce que finalement, dans le cancer du sein, c'est deux CTC avec la technique cell search. Nous, ce qu'on avait mis comme cutoff, c'est 50 cellules tumorales circulantes dans les cancers du poumon, par exemple, avec une technique qui était une technique de filtration. Donc en fait, ça dépend de la technique, ça dépend de la pathologie, et donc effectivement, on fait des papiers qui sont assez sympas sur PubMed. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut déployer la technique et la mettre en routine, accessible à un patient, accessible à un clinicien, et c'est là où ça commence à se compliquer, parce que finalement, pour valider, il faut faire des études multicentriques, comme vous venez de le dire, et ces études multicentriques font intervenir différents acteurs, différents secteurs préanalytiques, et à ce moment-là, on n'est pas reproductible d'une ville à l'autre, et la technique finalement s'effondre progressivement et est oubliée. Donc il y a à peu près une 60aine de techniques différentes pour détecter les CTC actuellement. Merci beaucoup. Alors, une question de l'auditoire, mais à distance cette fois-ci, qui concerne l'ADN. On sait qu'il peut être problématique de regarder l'ADN qui ne reflète pas toujours l'expression finale d'une protéine. Donc, est-ce qu'il faut aussi envisager de travailler sur l'ARN ou au niveau protéique, plutôt que de trop développer l'ADN tumoral circulant, qui, on le voit bien, est une des deux techniques de biomarqueurs qui avance beaucoup? Charlotte, peut-être? Ouais, en fait, je pense que ça dépend de ce qu'on veut regarder. Typiquement, pour les mutés EGFR, on a regardé justement si l'expression de la protéine était aussi corrélée à la réponse au TKI, et ce n'est pas complètement le cas. Donc c'est pour ça que ça dépend vraiment. Est-ce qu'on s'intéresse plus à une mutation, ou est-ce qu'on s'intéresse vraiment à un niveau d'expression? Donc je pense que l'ADN circulant ne sera pas abandonné. Pour l'ARN, je n'ai pas forcément la réponse. Alors juste pour ajouter quelque chose, ce qui complique un petit peu actuellement, mais qui est très, très excitant actuellement, c'est les études d'intégration. Donc en fait, l'intégration, c'est d'aller sur différents biomarqueurs, l'ADN, l'ARN, les micro-ARN, les protéines. Alors ça complexifie évidemment les choses, et on fait rentrer maintenant la biopsie liquide dans des programmes d'intelligence artificielle qui intègrent de façon multiparamétrique ces différents biomarqueurs, que ce soit l'ADN, ou les micro-ARN ou les protéines. Donc là, ça complique vraiment les choses, mais l'avenir, ça sera finalement la biopsie liquide intégrant différents biomarqueurs.
Et je pense que le plus simple, après tout, surtout quand on est dans un contexte comme la pédiatrie oncologique où on a peu de patients dans beaucoup de centres, et de commencer avec l'ADN circulant, l'extraction est simple, ça peut être fait de routine dans les centres, même sans grande expérience. Et bien sûr, on passera à d'autres analyses, des analyses plus compliquées sur un deuxième temps. Mais tout cela est dans le domaine de la recherche actuellement, je pense. Alors, peut-être juste une dernière question. Gudrun, en oncologie pédiatrique, tu l'as dit, c'est pas une maladie, mais c'est des maladies qui sont rares. On a bien vu chez l'adulte qu'en fonction des cancers, on ne parle pas des mêmes matériaux et des mêmes sensibilités des examens, ni des mêmes résultats. Est-ce que tu penses que dans l'avenir, avec les programmes qui se mettent en place, FMG et autres, on arrivera finalement pour tous les cancers pédiatriques à explorer ce biomarqueur qui est l'ADN circulant de la même manière, ou alors est-ce que on pense déjà que ça s'appliquera qu'à un certain sous-type de cancer et que pour d'autres, on ne pourra pas? Je pense qu'on aura des informations nécessaires pour pouvoir dire que dans certaines localisations tumorales, l'analyse de l'ADN circulant pourra être contributif versus d'autres où ça sera moins contributif. On commence à voir qu'on a un taux très élevé de contributivité pour les tumeurs de localisation abdominale pour distinguer les neuroblastomes des tumeurs rénales, etc. Et on pourrait imaginer un test rapide dans l'avenir, là je me projette un peu suite aux analyses France Médecine Génomique, etc., avec mise en place d'une technique de criblage rapide pour pouvoir distinguer différentes tumeurs de cette localisation abdominale. Par contre, dans les tumeurs osseuses, c'est un peu plus compliqué et le taux de contributivité est moindre. Il va donc falloir rester prudent. Donc, je pense qu'on aura l'information sur les types de pathologies où ça peut être contributif et peut-être nous éviter aussi de commencer des traitements uniquement sur un diagnostic présomptif et radiologique, comme je l'ai indiqué par exemple pour les tumeurs rénales. Bien, mais je crois qu'il est temps de conclure maintenant, qu'on a consommé le temps de la présentation et de la session. Donc merci beaucoup à tous les trois pour ces très belles présentations et merci à l'auditoire présent, restreint mais de qualité, et l'éditeur à distance. Merci. Merci. Bon, on arrive à la fin de ces Bright Days qui ont été, je trouve, passionnants. Avant de conclure, on va passer tout de suite à un petit film d'un de nos sponsors et je dirai quelques mots de conclusion ensuite. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the prophets. The prophets follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear.
Très bien. Donc cette présentation, cette petite vidéo clôture nos Bright Days, faite dans un contexte un peu particulier quand même. Et je dois dire que je remercie très fortement l'équipe Brio, Nathalie Caplet, Christelle Liard, Lise Molimar et Christopher Pommier pour leur travail. Et j'ajouterais aussi Julie Vedovati qui a été une aide plus que précieuse pour l'efficacité. Je remercie les orateurs et bordelais et les orateurs qui sont venus de l'extérieur pour la qualité de leur présentation, qui nous ont offert quand même, je pense, deux journées de grande qualité. Je remercie les sponsors Roche, Kite, et donc Gilead, Miltini Biotech, Bionano Genomics, BMS, AstraZeneca et MSD. Et puis, je conclurai que je trouve que ces Bright Days ont bien montré, bien mis en valeur les valeurs que défend Brio, c'est-à-dire l'interdisciplinarité. Je pense qu'on a eu quelques sessions interdisciplinaires de grande qualité, franchement, à commencer par toute la session Exposome ce matin qui était très bien, mais toutes les autres l'ont été. Et la deuxième grande valeur, c'est les patients. Je pense qu'on se veut très incisif, très innovant dans le domaine des patients. Et on a eu une keynote hier soir qui était remarquable, avec 2 personnes de très grande qualité. J'invite tous ceux qui n'iront pas assister à y assister dans les semaines qui viennent. Je ne sais pas quand les présentations vont être disponibles, mais d'ici quelques semaines, on va dire, et vous pourrez y accéder. Ne vous en privez pas, vous pourrez le voir comme ça par petits bouts, et ça peut être très compatible avec nos activités qui sont toujours très soutenues. Et donc, mais longue vie aux Bright Days, longue vie à Brio, bien sûr. Et puis, encore une fois, un grand merci à tout le monde.